Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas et des algorithmes, et bien sûr des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et en DAB+, bien entendu, et en podcast sur votre plateforme préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Nous vous le redisons à chaque fois, mais like, étoile, commentaire, c'est nos seules récompenses, donc n'hésitez pas. Tiens, pourquoi vous le feriez pas maintenant d'ailleurs ? Merci beaucoup pour votre soutien. Cette semaine, nouveau drama dans le domaine de l'IA. Cette communauté est en passe de détrôner le rap dans sa capacité à générer des vrais faux drames. Google Gemini est annoncé comme le concurrent majeur de ChatGPT, mais il n'est pas encore totalement accessible et la vidéo de démo publiée sur les réseaux semble bidonnée. Bon, personnellement, je préfère le drama toujours non élucidé d'OpenAI, avec le PDG qui est mis à la porte par son board, puis repêché par ses employés qui menacent de tous démissionner en masse, puis repêché par son grand actionnaire Microsoft. Un drama sur fond de doutes et de questions. Faut-il aller le plus loin ? Faut-il aller le plus vite possible avec l'IA sans se soucier des conséquences ? Comment produire et utiliser une IA responsable et régulée, sans couper les ailes de l'innovation ? Cette question cruciale, notre invité du jour aussi se l'est posée, et il y a déjà un petit moment. Il est le co-CEO et le cofondateur d'une des entreprises françaises les plus en vue dans l'écosystème français, Lighton. Lui aussi s'est posé des questions sur la puissance et la responsabilité de l'IA, et il en a même fait une bande dessinée. Oui, vous avez bien entendu, une bande dessinée qui constitue à la fois une introduction très pédagogique à l'IA et un partage de questionnements quasi philosophiques sur la manière de travailler et de vivre avec l'IA. Bonjour Laurent Daudet. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous au téléphone. On devait être en studio ensemble, mais au téléphone ça va être très bien aussi, de manière très matinale, avant une journée bien chargée. Alors, parlez-moi d'IA, Laurent. Pouvez-vous nous dire ce que fait aujourd'hui votre société Lighton et qu'est-ce qu'elle propose avant qu'on parle de votre bande dessinée ? Effectivement, Lighton est une des sociétés pionnières dans cette technologie qu'on appelle les grands modèles de langage, les LLM. Et actuellement, l'activité de Lighton se compose de deux activités. Tout d'abord, une activité de création de modèles. On a créé une douzaine de LLM parmi les plus gros et les plus puissants du monde, certains pour nous, certains pour le compte de nos clients, entre 1 et plus de 150 milliards de paramètres. Donc, c'est des méga modèles qui demandent des données d'entraînement absolument colossales et des super ordinateurs pour les entraîner. Donc, ça c'est notre première activité. On crée des modèles et puis quand on les fait pour nous, on les met en open source. La deuxième activité qu'on fait, c'est le déploiement de ces modèles dans les entreprises. Pour les entreprises et les administrations, d'ailleurs, on travaille avec des pouvoirs publics aussi. On a toute une suite logicielle qu'on appelle Paradigme qui permet, numéro 1, de déployer sur les serveurs de l'entreprise, ce qui fait qu'il n'y a aucune donnée qui en sort, qui permet, numéro 2, d'apprendre à prompter, et c'est une sorte de truc un peu méta où l'IA aide à faire des instructions qui vont elles-mêmes rentrer dans l'IA. La troisième chose, c'est que ça gère toutes les entrées-sorties et ça crée une base de données de toutes les interactions que vous avez avec le modèle. Et tout ça, en fin de compte, ça sert le quatrième étage de la fusée qui est le fine-tuning des modèles, c'est-à-dire l'adaptation des modèles à vos données, à vos cas d'usage et à vos critères de succès. Et vous êtes un acteur français, purement français. Vous avez parlé de modèle LLM. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu ce que c'est qu'un LLM et peut-être le lien avec un modèle comme ChatGPT par exemple ? Oui. Alors le LLM, Large Language Model, c'est cette nouvelle génération de modèles d'IA. Alors on dit modèle, on dit pas algorithme parce que c'est quelque chose qui est fait pas dans un but particulier, c'est fait d'une façon très générique, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation. Et c'est aussi pour la première fois dans l'histoire de l'IA où on a des IA qui ne sont pas faites juste pour faire une chose, ça fait faire des milliers de choses. Et donc ces LLM, c'est des grands modèles statistiques appris sur des bases de données colossales
qui arrive, finalement, un LLM, c'est un truc qui prédit les suites de mots. On rentre des mots en entrée et ça va prédire quels sont les mots les plus probables qui suivent. Mais il a vu tellement de textes que finalement, cette suite de mots générés a du sens. Et en fait est utile pour pas mal de choses, que ce soit des résumés ou alors effectivement, c'est ce qu'a fait OpenAI pour transformer ça en un chatbot absolument incroyable qui s'appelle ChatGPT. C'est exactement ce même genre de technologie. Et ça marche essentiellement avec le texte ou avec d'autres types de médias? Alors, à la base, c'est principalement des modèles de texte, mais maintenant, on a eu des modèles aussi qui sont des extensions qui ont appris avec, si on met des images qui ont une légende, eh bien, on arrive à faire finalement à faire des trucs type Midjourney ou Dali, etc. D'accord, c'est le même type de technologie. C'est le même type de technologie dans ce cas-là. C'est une technologie qui est effectivement très voisine, où on s'appuie quand même sur un modèle de langage, une sorte de connaissance du monde, et après, on greffe dessus d'autres modalités comme l'image ou la vidéo ou la musique maintenant. Je reprends une phrase au vol là, de la BD. À un moment donné, dans la BD, le héros dont on va y revenir, hein, mais il dit « C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les modèles fondationnels. Il y a tant d'ordre dans le chaos. » Vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi il y a tant d'ordre dans le chaos grâce au LLM? Alors en fait, tout ça, c'est pour dire que un LLM, comme c'est un modèle statistique, ça va repérer des régularités dans la façon dont les mots sont agencés. On peut voir si vous prenez tous les mots de l'univers, cette sorte de fiction de bibliothèque de Babel, hein, vous voyez, de Borges, si on prend tout ça, finalement, c'est une sorte de grand chaos, et l'ordinateur, grâce à la statistique, c'est purement mathématique, arrive à déterminer des patterns, des motifs non seulement de co-occurrence de mots, tel mot va bien avec un autre et très souvent associé à un autre, mais en plus cette notion de contexte. Vraiment, c'est co-occurrence de mots dans un contexte, et c'est ça la grande nouveauté de cette architecture de modèle qu'on appelle par transformer. Ça, c'est le mot technique, mais c'est ça qui permet de prendre en compte le contexte, et c'est ça qui a fait faire un bond absolument incroyable dans la génération de texte. On le voit, hein, vous êtes un formidable pédagogue. Rien que là, en 30 secondes, vous avez réussi à nous expliquer les LLM. Juste pour revenir sur vous, vous avez une formation particulière, Laurent, pour être maintenant co-CEO de cette pépite française? Oui, alors moi-même, j'ai commencé comme physicien. J'ai fait de la recherche universitaire pendant une grosse quinzaine d'années dans différentes universités à Paris, et puis j'ai fait pas mal de séjours à l'étranger, donc j'avais une carrière, disons, purement universitaire, en gros, mon domaine de recherche, c'était comment les ondes transportent l'information. Et vous avez enseigné, du coup? Et j'ai enseigné. Vous enseignez encore? Non, j'enseigne plus, je me suis mis en congé de mon poste universitaire pour créer Lighton, effectivement, en 2016, alors qu'on voyait que l'IA commençait à changer de dimension. Il se passait quelque chose dans l'IA. Et alors, pour tout vous dire, on va vite passer dessus. Oui. On a commencé Lighton sur une thèse d'accélérateur photonique, utiliser la lumière pour calculer de façon plus efficace. Comme quoi, tout arrive. Quand on doit arriver à un résultat et à participer à une révolution, le destin vous y amène tout seul. Du coup, moi, juste pour continuer à comprendre, et puis après, encore une fois, on va utiliser finalement la BD aussi pour s'en parler. Ça serait quoi la différence fondamentale entre Lighton aujourd'hui et puis ces grandes autres boîtes qui font du lab, qui font de la recherche et qui font des modèles comme ChatGPT, OpenAI, comme Google Bard, comme Gemini dont on a parlé en introduction, peut-être aussi comme Mistral dont on parle aussi beaucoup ces derniers jours. C'est quoi la différence fondamentale? Il y a en fait plusieurs façons d'aborder ces grands modèles de langage et toute cette technologie d'IA générative, et il y a des choix que les entreprises doivent faire et qui sont tous valables dans l'absolu, mais qui ont à chaque fois des conséquences. On peut aller soit vers des modèles fermés, type les modèles d'OpenAI, qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bons. Tout le monde a joué avec ChatGPT, et j'espère que tout le monde a été ébahi par la puissance de ChatGPT. C'est absolument incroyable, le GPT-4. Mais ça, c'est les modèles fermés sur lesquels vous pouvez les déployer que sur Microsoft. Vous êtes dans l'environnement Microsoft OpenAI. Donc c'est un environnement qui marche très bien, mais qui est propriétaire, et vous êtes en dépendance quelque part technologique, financière, et vous êtes sur des clouds qui sont sous le Cloud Act, etc.
pour un certain nombre d'entreprises et d'administrations en France, c'est pas supportable vu le type de données qu'elle traite. Nous, nos cibles principales, c'est des banques, des assurances, des pouvoirs publics ou des données de santé. Donc elles ont besoin de protéger leurs données. Des entreprises dans le secteur de la défense ou de la haute technologie, des entreprises pour lesquelles la confidentialité des données, c'est quelque chose d'absolument crucial. Et du coup, le fait de pouvoir nous installer tout l'environnement logiciel, c'est-à-dire notre LLM et puis tout l'environnement paradigme directement sur les serveurs de l'entreprise, quel qu'il soit, ça c'est une grande force parce que aucune donnée finalement ne sort des serveurs de l'entreprise. Tout reste en circuit fermé. Et quand elles améliorent les modèles, ils s'améliorent juste pour eux. Quand on fait du fine-tuning, c'est uniquement sur les données privées d'usage de l'entreprise. D'accord. Donc votre modèle Alfred, il n'est pas moins bon que les autres, c'est simplement qu'il peut être déployé. D'abord, il tourne en open source. Nous, l'open source, on aime bien ça sur Cause Commune. Et puis, il est déployable dans les entreprises et pas uniquement dans le cloud. Tout à fait, exactement. Donc Alfred, comme vous dites, il est open source parce qu'on pense que l'open source est absolument essentiel pour la confiance. Les gens peuvent l'utiliser, peuvent tester, peuvent regarder ce qu'il y a et regarder si dans leur cas d'usage, il se comporte bien, si ça correspond bien. C'est un modèle à 40 milliards de paramètres, ce qui, pour nous, est un bon trade-off en termes de à la fois la puissance de ce que c'est. C'est un excellent modèle qui est, dans certains cas, comparable avec Instruct GPT 3.5. Ça dira quelque chose à certains experts, en tout cas, ça se compare à certains des modèles d'OpenAI parmi les meilleurs. Mais ça reste agile et souple. 40 milliards de paramètres, ça reste déployable sur une infrastructure qui n'est pas non plus trop monstrueuse. D'accord. Pour nous, c'est ce qu'on a trouvé comme bon trade-off. Mais après, il y a beaucoup de modèles. Et il y a aussi des modèles plus petits. Par exemple, vous mentionnez Mistral. Mistral fait des modèles à 7 milliards de paramètres qui peuvent, dans certains cas, tout à fait faire l'affaire. Oui. Écoutez, déjà c'est une bonne introduction à Lighton et puis pour comprendre d'où vous parlez, on va passer à la BD. Je vous propose juste de faire une petite pause musicale et puis juste après la pause, on va reparler de la BD et de tout ce que ça apporte sur le sujet. Je vous propose de faire une pause musicale. Garlaban, notre nouveau programmateur musical, nous a trouvé un son bien tranquille. Pour rappel, il faut essayer à chaque fois de repérer dans le morceau en fait qu'est-ce qui fait penser à l'IA. Donc on va écouter Use and Dispose, ça peut être pas mal ça, Francisco Sola, et c'est sur l'EP du même nom. On se retrouve juste après. Your exit from a shitty situation you got yourself in. I'll be your easy way out if you ever in doubt. I'll be your answer. First you gotta tell me, what is the question? Is it love, is it lost? Or is it all of the above? Just here I'll dispose me. Never really liked myself that much anyway, so go ahead. I'll be your outlet from a world that felt like a broken castle. I'll be the escape that you want. You're too scared to ask for. No, 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 no. Merci Francisco Sola, merci Garlaban. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la bande dessinée pour comprendre l'IA, avec Laurent Daudet, le co-CEO et le cofondateur de Lighton, fleuron français de l'IA, et auteur avec le dessinateur Applepen de cette bande dessinée qui s'appelle Dream Machine. Laurent, j'ai un aveu à vous faire.
Allez-y. Quand on a commencé à prendre contact ensemble, je voulais essentiellement parler avec vous de Lighton. Et vous avez assez rapidement évoqué votre BD dans nos premiers échanges d'ailleurs. Et au départ, je peux vous le dire tout de suite, je me suis dit, mais en fait, c'est un entrepreneur à succès là, qui se paye une lubie, qui se paye sa BD pour se faire plaisir. Bon, c'est bizarre. Eh ben, je souhaite vous présenter toutes mes excuses, Laurent, parce que j'ai eu tort en fait. Dream Machine, c'est une super BD. Je vais vous le dire. Moi, je la place au même niveau que la BD Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici qui parle de crise climatique. Là, vous parlez d'IA, mais bon, cette BD-là, elle s'est vendue à 600 000 exemplaires. Je vous le souhaite. Parce que cette BD, le Dream Machine, c'est à la fois une super introduction à l'IA et une vraie source de réflexion sur cet équilibre qu'on doit avoir quand on réfléchit à l'IA entre la puissance et la responsabilité vis-à-vis de l'IA. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, n'hésitez pas. Vous avez quelque chose d'original et d'utile entre les mains. Vous pouvez le proposer à vos proches. C'est vraiment un super cadeau. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette BD, du coup, Laurent, elle parle de Hugo, qui vous ressemble beaucoup quand même. Oui, alors effectivement, Hugo, c'est un personnage qui est un entrepreneur issu de la recherche universitaire qui monte une start-up à Paris autour des grands modèles de langage. Après, le parallèle s'arrête là. Bien sûr, il y a 20% de moi dans Hugo, il y a 20% d'Akuten et il y a 60% de notre imagination, de nos cerveaux malades. Alors moi, je suis vachement curieux de savoir où se situe le curseur, effectivement. À un moment donné, dans la BD, vous dites « Faire de l'IA aujourd'hui, c'est faire des modèles de plus en plus gros en espérant trouver à quoi ça sert ». Vous y croyez vraiment à cette proposition ? Non. De moins en moins, j'imagine. Enfin, mais il y a un certain nombre de chercheurs pour qui effectivement mais c'est bien d'ailleurs. Je veux dire, ça reste avant tout une science, faire de l'IA, et c'est faire de la science pour la science. Et ça continue à être important. Et moi, je suis un scientifique à la base, et cette technologie me fait totalement rêver. Oui. C'est fou ce qu'on arrive à faire maintenant. Et c'est même il y a 5 ans, on n'imaginait pas les progrès qu'on a fait ces derniers temps. Donc, si je prends ma casquette de scientifique, ouais. on oublie toutes les applications. Ce truc-là, c'est absolument dingue. Vous vous rendez compte, par exemple, des IA qui savent faire des choses sur lesquelles elles n'ont pas été explicitement entraînées. Ouais. Dans la BD, d'ailleurs, vous dites à un moment donné, et ça m'a beaucoup marqué, l'IA est en train de révolutionner la science, parce qu'avec l'analyse des données massives, qui est issue en fait des expériences, la science, quand elle fait des expériences, elle produit beaucoup de données. Mais il faut encore avoir les moyens d'analyser ces données pour en tirer quelque chose, pour en tirer un enseignement. Et la proposition que vous faites dans la BD, c'est qu'à un moment donné, c'est que cette IA, justement, vient apporter des choses des briques complètement nouvelles dans l'analyse de ces données produites par les expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous expliquez cette proposition ? Ah oui, c'est clair. Vous allez dans n'importe quelle conférence scientifique aujourd'hui, que ce soit, mais dans tous les domaines, que vous alliez en biologie, en sciences des matériaux, en astrophysique, tout ça. Et effectivement, il y a beaucoup de données, et quelque part, cette IA, comme je vous disais tout à l'heure, elle va aller, comme avec les mots, où il y a plein de combinaisons possibles, là, elle va aller chercher les combinaisons les plus probables, et en croisant avec les vraies expériences, les données d'expérience, finalement, on arrive à obtenir des lois qu'on peut tester et on peut avancer beaucoup plus vite, en fait. Oui, on découvre des choses beaucoup plus rapidement. On l'a vu là sur des constructions de protéines. J'ai cru voir passer des choses comme ça. Alors moi, j'y connais rien du tout sur ces trucs-là, mais c'est vrai que un peu vulgarisé, on arrive à comprendre que derrière, ça vient libérer les connaissances, quoi, tout simplement. Ouais. Sur la construction de protéines, ça c'est génial. C'est l'idée d'AlphaFold qui dit que effectivement, une protéine, c'est une suite d'acides aminés, un peu comme un texte, il y a une vingtaine de lettres possibles. Et en fait, ce qui détermine la fonction d'une protéine, c'est sa forme en 3D, comment elle se replie sur elle-même. Ouais. Et on arrive avec l'IA à prédire la façon dont les protéines vont se plier en fonction de la suite d'acides aminés. Ce qui veut dire, quelque part, sa fonction. En lisant la protéine, on arrive à savoir à quoi elle sert. Pour caricaturer. C'est forcément plus compliqué que ça. Mais ça, c'est absolument nouveau. C'est fou les progrès que ça a fait, notamment en termes d'applications pharmaceutiques, par exemple. Et la même chose sur les alliages de matières, j'ai vu ça aussi. C'est-à-dire que... Ouais, les nouveaux matériaux aussi, exactement. Il y a plein de découvertes possibles qui sont faites en ce moment, et ça accélère de façon incroyable tout ce type de science, basé sur de la combinatoire, basé sur beaucoup de données.
Ouais. On revient sur la BD. Du coup, le héros de la BD, il a un peu un doute existentiel. Il a créé quelque chose il a créé une boîte, il a créé un outil, notamment de multi-traduction. Et une autre grosse boîte dont on imagine que c'est un GAFAM vient lui proposer beaucoup d'argent pour acheter sa technologie et il a un doute. Il sait pas. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à ce doute entre à un moment donné faire quelque chose d'impact, responsable, et puis revendre votre techno parce qu'elle était bonne et qu'elle valait cher et que quelqu'un voulait l'acheter? Après, non, directement, on n'a pas... je dirais, c'est une histoire qui est purement fictionnelle. Par contre, c'est vrai que dans quelle direction on va donner à son entreprise et à quelle direction, quelles applications on va chercher, bien entendu. Ça, on a toujours ce souci éthique et par rapport à quels objectifs on se donne là-dessus. Et puis aussi, de fait aussi, avec quel type de partenaire on a envie de travailler, quel type de client on n'a pas envie de travailler. Et on se pose aussi ces questions, bien entendu. Vous avez suivi le drame, j'imagine, à la tête d'OpenAI. C'est quoi votre interprétation? C'est justement celle-là, l'interprétation? C'est un peu l'équipe de ceux qui veulent rester responsables et éthiques et ceux qui veulent pousser le bouchon le plus loin possible? Oui, effectivement, on peut l'interpréter tout à fait comme ça. L'IA, c'est à la fois une source de progrès incroyable, comme on l'a dit, dans plein de domaines, et ça va bouleverser le monde du travail, et ça va bouleverser nos relations à la machine, etc. Donc c'est une source de progrès, ça c'est clair, mais est-ce que ce progrès se transforme en une source de profit pour juste un faible nombre d'actionnaires d'OpenAI, ou est-ce que c'est mieux partagé? Je pense que c'est ça le fond du psychodrame qu'on a eu à OpenAI, qui a été créé, on le rappelle, comme étant une fondation sans but lucratif. Et puis voilà, le jour où ils ont eu 10 milliards de Microsoft, ça a changé un peu les choses. Ça a un peu changé les choses. On va dire ça comme ça. Bon, vous n'avez pas ce type de problématique existentielle à la tête de Lighton. Vous faites de l'éthique, vous faites de la responsabilité, vous faites attention à vos choix de clients et de cas d'usage, j'imagine? Oui, on essaie de faire attention, mais effectivement, c'est toujours... On est dans un système qui demande aussi de plus en plus d'argent ça demande des moyens absolument colossaux. Entraîner ces modèles, et recruter des meilleurs chercheurs, et des meilleurs ingénieurs, etc. Donc voilà, on est aussi dans cette tension, je ne peux pas le cacher. On ne peut pas être totalement... être juste dans les rêves et dire je vais faire que des choses... sans être confronté à la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans un monde hyper concurrentiel. Moi, j'ai noté quelques phrases où justement vous mettiez en avant cette dualité là dans la BD. À un moment donné, votre héros, alors je sais pas si c'est vous, mais c'est votre héros. Il dit pourquoi l'IA n'est pas connue comme ça du grand public. C'est vraiment un problème. Les geeks se sont fait hacker par le monde des affaires. Partout, le monde est aux mains d'une élite. Il va loin quand même dans sa réflexion, Hugo. Ouais. Alors c'est marrant parce que on peut dire que Hugo, quand j'ai rencontré Apoupen, en fait, la toute première rencontre, totalement fortuite d'ailleurs. Il revenait d'une résidence à Angoulême, il avait passé 6 mois à Angoulême, et puis je le croise à Paris à une soirée comme ça. Et lui, il était super négatif sur l'IA. Il avait tout ce discours en disant non mais l'IA, c'est fait pour que les grandes entreprises nous piquent notre truc et nous piquent notre fric et nous vendent des produits dont on n'a pas besoin. L'IA, c'est fait pour manipuler les élections. On voit très bien toutes les fake news. L'IA, c'est fait c'est une catastrophe écologique. Donc c'était lui en fait. Ces phrases-là, c'est lui en fait. Et je lui ai dit, t'as raison, il y a tout ça, mais il y a aussi d'autres choses. Et finalement, au départ, on avait conçu la BD comme étant une sorte de dialogue entre un entrepreneur qui serait plutôt idéaliste et le dessinateur qui serait plutôt négatif, donc plutôt Laurent versus Apoupen. Et puis en fait, on s'est dit que ça serait plus intéressant de prendre ces deux aspects et puis d'en faire les conflits internes de Hugo, du personnage principal. Ouais, je vous le confirme. Donc Hugo lui-même se pose plein de questions et ça reprend un peu toutes les questions que à la fois Apoupen et moi-même nous posons. Mais il y a beaucoup d'Apoupen dans Hugo aussi. Ouais. Dans cette BD, vous réussissez quand même l'exploit d'arriver à nous apprendre à prompter quand même.
À un moment donné, il y a plusieurs pages où vous expliquez à votre lecteur comment il faut pour bien prompter sur un LLM. Ça serait quoi là, vos conseils clés pour apprendre à bien prompter aux auditeurs de Parlez-moi d'IA? Et effectivement, prompter, en fait, cette IA, c'est faussement facile à utiliser. C'est-à-dire, on se rend compte que oui, on a un chatbot et on rentre des trucs et très très rapidement, on a des premiers résultats. Et c'est clair qu'on lui demande fais-moi un poème autour de Parlez-moi d'IA, et puis hop, il fait un poème autour de Parlez-moi d'IA. Ça, il saura le faire. Mais c'est drôle, mais ça sert à rien, à part nous faire rigoler. Par contre, quand on veut ce qui est bien, il faut rigoler dans la vie. Mais quand on veut le faire pour des applications plus professionnelles, dans ce cas-là, c'est bien beaucoup plus compliqué. Et c'est comme tout outil, tout instrument, ça s'apprend. Il faut passer du temps, il faut apprendre les règles, il faut lui parler d'une certaine façon, il faut lui poser des questions d'une certaine façon, de façon à ce que les résultats soient les plus pertinents possibles. Et c'est ça qu'on appelle prompter. C'est-à-dire, il y a plein de... je vais donner un exemple. Quand on dit fais-moi un résumé, mais fais un résumé, ça veut dire plein de choses. C'est trop simple comme prompt, ça. C'est beaucoup trop vague, exactement. Donc, il faut lui donner du contexte. Voilà ce texte, et écris-le-moi en 3 lignes de façon à ce que je puisse travailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut expliciter ce qui est parfois de l'ordre du sous-entendu, ce qui est clair pour nous, mais ce qui n'est pas forcément clair pour la machine. Bon, tout ça, vous l'expliquez très bien dans cette BD. Encore une fois, c'est une très bonne intro, en plus d'être un bon scénario. D'ailleurs, à un moment donné, Hugo est confronté à ses étudiants, et il y en a un des étudiants qui après un cours, lui dit « Mais finalement, monsieur, sur quoi il faut alerter les gens vis-à-vis de l'IA ?» Je vous repose la question, Laurent. Sur quoi il faudrait alerter aujourd'hui? À quoi il faut faire attention en particulier? Mais je pense qu'il y a des... Moi, je vais vous dire à quoi il ne faut pas faire attention. Oui, allez-y. Je vais répondre à l'envers. C'est mon esprit un peu roteur. Je pense que toutes les peurs issues de la science-fiction, et autant j'adore la science-fiction, mais les peurs d'un Terminator, d'une IA qui deviendrait autonome et maléfique et qui, je sais pas, c'est dans le dernier Mission Impossible par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une IA qui va se cacher et qui devient autonome et maléfique. Forcément. Ça n'existe pas. On est très très loin de ce type d'IA. Les IA actuellement ne sont ni autonomes, ni capables de planification, n'ont pas de pensée, n'ont pas de... Donc tout ça c'est super loin. Et c'est pas de Terminator ou de ces IA dont il faut avoir peur. Ça, vous le réaffirmez bien quand même dans la BD. À un moment donné, vous dites nous devons réaligner l'IA sur nos valeurs sociales. Il faut élaborer une régulation et investir dans l'éducation. Voilà, ce dont on doit avoir peur, c'est les bouleversements du monde du travail et de la société qui vont être causés par cette IA. Et ça c'est il faut y réfléchir. Le cas. On n'est pas dans le futur, là. On est dans le présent. Il y a des métiers entiers qui sont en train de disparaître et des métiers entiers qui sont en train de changer. Je sais pas, quand on travaille dans un call center, quand on est graphiste, quand on est... Il y a plein de métiers qui seront plus pareils. Qui vont être impactés, pareils. Et du coup, ça oblige... déjà, ça va mettre des gens sur le carreau, ça c'est clair. À la fois, je pense que ça va créer aussi de la productivité d'une façon globale. Oui, il va falloir savoir prompter correctement pour faire marcher ces outils. Ouais, mais après, c'est toujours les théories schumpeteriennes, création destructive, mais il y a des gens qui disent qu'on est déjà dans un truc un peu post-schumpeterien, vous voyez, ça va beaucoup plus vite à détruire qu'à créer par derrière. C'est pas comme les révolutions industrielles qui ont mis 50 ans à se déployer, là c'est en quelques années des choses qu'on n'avait pas vu venir. Les scénaristes, regardez quand même. Les scénaristes hollywoodiens... Il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a 5 ans, si vous m'aviez demandé si les scénaristes d'Hollywood allaient se mettre en grève, je pensais qu'ils étaient menacés par l'IA, mais j'aurais dit, mais vous êtes totalement fous. Vous voyez, donc ça se fait sur des constantes de temps qui sont absolument rapprochées, et c'est ça qui est, à mon avis, le plus remarquable, en fait, ce côté vertigineux de l'accélération.
Bon ben merci beaucoup Laurent, parce que pour le coup pour tout ce partage de réflexion qu'on retrouve aussi dans votre BD, c'est déjà l'heure de conclure, vous voyez comme c'est rapide cette émission. Donc je vais le redire, Dream Machine c'est une super BD, elle permet à la fois de rentrer progressivement dans la compréhension des éléments techniques qui composent ces nouvelles technologies et de se poser les bonnes questions en suivant un personnage, ce super Hugo là, qui a ses doutes, qui a ses hésitations, qui est humain tout simplement. Donc merci beaucoup pour ce partage Laurent. Merci Jean-Philippe. Et puis là, entre nous, n'oubliez pas de liker cet épisode, parce que ça manipule l'algorithme, et puis c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. À bientôt. À bientôt.